continue de voir aujourd'hui, que ce soit les opérations de promotion à grands frais qui ont été mises en œuvre pour nous vendre Gabriel Attal l'année dernière. Oui, comme le nouveau génie. Voilà, on a vu le résultat électoral que ça a produit, comme quoi le peuple français peut avoir des réflexes qui commencent à naître, qui peuvent nous donner un quelconque espoir. Mais en réalité, ces mécanismes existent, ils ont vocation à nous instrumentaliser, à créer des affects qui nous projettent sur tel ou tel politicien, non pas du fait de ses idées ou de sa valeur réelle, mais d'identification publicitaire et de communication. Et marketing, du clientélisme. Et ça génère de la médiocrité. Parce que celui que vous allez choisir ne va par définition pas être le plus brillant, parce que en général, le plus brillant n'aime pas trop se faire manipuler et comprend assez vite qu'il se fait manipuler et tient, si ce n'est à l'intégrité ou la vérité, du moins à son indépendance et quelque part à son ego. Et donc on se retrouve avec des gens avides de reconnaissance, d'autant plus qu'ils sont eux-mêmes de purs instruments. Je pense que c'est ce qui explique en partie le comportement d'Emmanuel Macron. Et du coup, ça, par ricochet, eux-mêmes vont procéder à des nominations de personnes qui ne sont pas à la hauteur. Et on se retrouve, moi j'ai quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine, le Quai d'Orsay a quand même créé une task force pour obtenir les marchés pour la reconstruction du pays. Donc ça fait 3 ans qu'on a une douzaine de personnes qui gagnent de l'argent et beaucoup d'argent à ne pas faire grand-chose, parce que comme vous imaginez bien, il n'y a pas eu un grand chantier de reconstruction qui a été lancé aujourd'hui dans le Donbass encore, et a fortiori ces chantiers de reconstruction, je crains que ce ne soient pas les entreprises françaises qui puissent y participer. Donc on est dans un aveuglement complet et d'un cynisme, parce que le modèle c'était l'Irak, et l'idée c'était on ne va pas reproduire l'erreur qu'on a commise en Irak en 2003, qui consistait à être absent de ces merveilleux marchés et juteux marchés qui sont évidemment payés par des personnes qui ont déjà tout perdu. Bon, tout cela est quelque peu dégoûtant et devrait nous générer chez nous une forme de réflexe de protection et de distanciation à l'égard de ces hommes. C'est intéressant parce que je trouve, je vous ai déjà rencontré à plusieurs reprises à l'occasion de vos livres, et je vous trouve d'autant plus calme que la situation est de plus en plus révoltante finalement. Parce que, clairement, je pense qu'il faut qu'on se prépare à gouverner. Je pense qu'il faut qu'on se prépare à gouverner. Je pense que ça va arriver d'une façon ou d'une autre. Et donc il faut être très, très, très serein. Ces dernières années, qui ont été des années de persécution extraordinairement violentes aussi, m'ont appris à relativiser certains inconforts et certaines formes de manipulation que ces êtres savent mettre en œuvre que vous l'ayez voulu initialement ou pas. Vous êtes montré prêt à tout perdre pour défendre vos idées, vos engagements. Ça vous donne une certaine assise face à des individus qui ne vivent que de dîners mondains et de jeux de cours. Donc il faut qu'on soit d'autant plus calme et grave que la situation est inquiétante, parce que c'est les destins de 70 millions de personnes que nous aurons peut-être demain à gouverner. Alors, sauf que on a d'abord, vous l'avez écrit, l'illusion d'un changement par les urnes. Vous l'avez constaté en France, vous l'avez constaté en Roumanie. On a constaté le gouvernement des juges d'encore dernièrement en Roumanie. Alors, malgré votre calme, quelle est la solution aujourd'hui pour d'abord instruire les Français, pour qu'ils comprennent réellement la situation, parce que je pense que ça passe déjà par là. Et ça, vous allez peut-être pouvoir revenir sur votre réunion des ruches, etc. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'allez-vous faire? Moi, je pense qu'il faut dans un premier temps former un peuple. Vous voyez, les peuples se constituent dans les moments les plus graves. La dernière fois que le peuple de France s'est constitué, pour moi, c'était justement le moment des Gilets jaunes. L'élection est censée être un moment constitutif, vous voyez, par lequel nous nous réunissons tous autour d'un rituel pour nous choisir un destin. En réalité, ce processus a été tellement manipulé et dévirtué qu'il n'arrive plus à entraîner cette dynamique. On le voit que ce soit avec des taux d'abstention extraordinaires ou quand ce n'est pas le cas par une absence d'effet institutionnel de la dite élection, parce que on peut parler de ce qui s'est passé en Roumanie, mais en réalité, la sorte de coup d'État auquel on était confronté après la dissolution de cet été, qui a amené un pouvoir en place qui n'a plus qu'une toute petite minorité de députés à maintenir son contrôle sur les principaux leviers de l'État, est assez symptomatique. Alors, ça n'a pas la terminologie n'apparaît pas, mais la réalité si on remonte à 2017 à l'opération judiciaire qui a eu lieu contre François Fillon, on voit bien que de toute façon,
il règne une ambiance... Médiatico-judiciaire. voilà. Médiatico-judiciaire, Oui, tout à c'est fait. intéressant, la combinaison des puissances, justement, déclenchée par Emmanuel Macron, ce qui est peu su, avec la complicité du canard enchaîné, pour faire tomber un candidat auquel, par ailleurs, j'étais farouchement opposé, au Oui, point que oui, j'ai non, quand mais, même distribué des tracts pour Alain Juppé dans l'entre-deux tours de la primaire de droite, tellement j'avais peur c'est un scoop. qu'il s'attaque à la sécurité sociale, mais ça ne justifie pas, évidemment, la mobilisation de méthodes de cet ordre-là. Donc, constituer un peuple, faire se rencontrer des personnes qui ont pour dénominateur commun d'être français, de vivre sur ces territoires. C'est ce que vous faites à travers Voilà, c'est le la travail Réunion des Rouges. qu'on mène. On le fait à la fois de façon modeste, mais à la fois avec la conviction que si ce travail a été fait en amont du mouvement des Gilets jaunes, on serait rentré dans l'Élysée. Et la réalité, c'est que... Vous serez rentré dans l'Élysée par la grande porte ou par la grande porte, mais qui n'aurait pas forcément été ouverte oui. très volontairement. C'est-à-dire que nous étions à 100 mètres une prise du Capitole française. Oui. Mais vous auriez été en prison comme d'ailleurs. Non, parce que comme ça a été rapporté par les médias depuis, un hélicoptère était prépositionné pour évacuer Tout à fait. le président et ses proches. Et je peux vous assurer que les corps institués seraient intervenus, non pas pour nous donner le pouvoir, parce que ce n'était pas notre objectif de le prendre, mais pour organiser une suite qui corresponde plus aux attentes du peuple français. Donc on a eu une occasion historique qui a été violemment manquée. Attendez, vous pensez que si Emmanuel Macron aurait pris les airs... Vous vous souvenez pas de... Ah oui, ça n'aurait pas eu le même effet que quand le général de Gaulle est parti à Baden-Baden. Oui, je peux vous assurer que... il aurait été remplacé immédiatement. Ça aurait été difficile pour lui de revenir, on va dire. Oui, bien sûr, ne serait-ce que du fait de la démonstration de son manque de courage. Mais rappelez-vous qu'à cette époque, et encore une fois, ce n'est pas l'alternative idéologique ou partisane que j'aurais choisie, Martin Bouygues avait offert à Marine Le Pen sur le 20h de TF1 un regard caméra, une adresse au peuple français, qui était une façon implicite d'annoncer qu'elle aurait été en mesure de prendre le relais. Quelles auraient été les conséquences? Je n'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est que... En fait, ce que vous voulez dire, c'est que le système médiatico-politico-judiciaire était prêt à remplacer Emmanuel Macron à ce moment-là. Bien sûr, et n'était pas prêt justement, mais se serait mis en marche et ça aurait créé en fait un espace sur lequel on aurait pu appuyer pour orienter le processus. On aurait créé une bascule, mais la bascule n'allait pas forcément, elle continue d'aller dans le sens de leurs intérêts. Parce que nous n'étions pas prêts, parce que nous ne nous étions pas constitués en amont, à la fois avec un horizon idéologique commun. Tout mon travail consiste à dire quels sont les éléments clés qui pourraient rassembler les Français à nouveau. Moi, je pense que des questions comme un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN, c'est-à-dire rendre la possibilité au peuple français de se prononcer, libérer les médias du système oligarchique, c'est-à-dire s'assurer qu'ils soient sur un contrôle citoyen, tout ça sont des éléments qui peuvent faire consensus, que l'on soit de droite, de gauche, d'extrême gauche, qu'importe. Et à partir de là, en fait, en créant des référendums d'initiative citoyenne, des mandats impératifs et révocatoires, s'assurer qu'il y ait une transformation radicale de la prise de décision dans ce pays. C'est-à-dire qu'on reprenne le contrôle. Et ensuite, à chaque force politique de se réorganiser, mais cette fois à nouveau sur des bases saines et pas corrompues, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut être un courtisan, il faut faire des compromissions, il faut permettre l'élection de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Mais pardon, je suis désolée, je reviens un peu derrière. Là, je ne vois pas le scénario, en fait. À quel moment vous pouvez vous créer, vous reformer un peuple, mais à quel moment le peuple peut prendre une place dans ce système que nous avons? Je ne vois pas à quel moment. Et donc quelle est la faille? On a deux hypothèses. Pour vous. Soit on joue le jeu de l'élection présidentielle de façon humble, c'est-à-dire comme on le fait aujourd'hui. On fait des déplacements, vous savez... pression, les maires qui ont peur parce que c'est publié, vous connaissez tout ça. On va vous mettre une cible dans le dos. C'est déjà le cas, et on a survécu. Et c'est peut-être ça ma force. C'est-à-dire que quand vous avez déjà été accusé de viol, de harcèlement, de je ne sais pas quelle histoire ils ont pu inventer... Mais ils vont trouver autre chose. Maintenant, vous êtes pour Poutine, certainement. Voilà, mais vous voyez comment, en fait, on est rare à avoir survécu à des offensives aussi violentes, de médias de premier plan, d'institutions judiciaires et ainsi de suite. Et ça commence à créer une forme de résistance, y compris au sein d'une partie du peuple, à l'égard des campagnes de calomnie et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme le perdreau de l'année, prêt à se faire emboucaner par le premier venu. Donc l'assise psychique, mais aussi de notoriété, elle existe.
Ensuite, il manque l'organisation. Deuxième point fondamental, d'où la question de la structuration territoriale. Ensuite, il reste à construire une popularité au sens noble du terme, c'est-à-dire vraiment aller sur le terrain, rencontrer, popularité vraiment littéralement, c'est-à-dire rencontrer des gens, commencer à réunir. Quand on réunit 200 à 300 personnes sur chaque déplacement dans des petites villes sur l'ensemble du territoire, c'est que peu à peu quelque chose est en train de se coaguler. Et ensuite, on reprend l'offensive. Emmanuel Macron, il est dans une ville vide. Oui, je pense que voilà, c'est ça. Et ensuite, on reprendra l'offensive, y compris sur leur terrain, y compris médiatique, mais calmement. Et entre-temps, la question, par exemple, des 500 parrainages, moi, j'ai commencé cette initiative en échangeant avec ce que le système adore qualifier de petits candidats, des gens comme Jean Lassalle, comme Jacques Cheminade, sur les façons qui les ont amenés, malgré un déficit de notoriété encore plus important que celui auquel on pourrait être confronté, à réussir à avoir ces 500 parrainages, à se présenter. Donc ça, c'est un pan, c'est la question de la présidentielle qui est relativement simple, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et la deuxième, c'est en parallèle, se préparer à toute éventualité, que ce soit... Parce qu'on sait très bien que si jamais... Oui, mais justement, pardon, mais Lassalle, il savait qu'il n'allait pas percer, donc ça plaisait aux médias. Mais vous, si on considère que vous êtes dangereux, vous ne serez pas le gentil candidat qu'on va inviter qui va chanter... on va être très méchant et ils vont le sentir passer, comme on dirait. Et on ne va pas dévoiler toutes les cartes qu'on a entre les mains aujourd'hui, mais je pense que ça va être une aventure qui va être extraordinairement violente pour moi et extraordinairement stimulante pour... on a démontré depuis 2017 une capacité à les prendre de court de façon régulière qui me rend très optimiste à cet égard. Mais de toute façon, ce que j'allais vous dire, c'est que cette branche de notre engagement n'est qu'une branche. C'est-à-dire que l'objectif est donc d'une part, c'est que ce soit beau en soi déjà, c'est-à-dire que ça ait un sens en soi, quel que soit le résultat, premier point. Deuxième point, c'est se préparer à des circonstances historiques où la bascule n'interviendra pas par l'élection. Et ça, ce sont des circonstances historiques qui peuvent revenir beaucoup plus vite qu'on pourrait penser. Mais alors, ça veut dire quoi, n'interviendra pas par l'élection? Le peuple français a été sidéré de façon répétée ces dernières années par des événements aussi divers que la Covid ou autres, qui ont éteint des mobilisations. Je pense aussi par exemple à l'incendie de Notre-Dame, un jour où Emmanuel Macron devait se prononcer sur les Gilets jaunes, où le mouvement des Gilets jaunes était encore très vivant. Et ces sidérations ont été très utiles au pouvoir. Aujourd'hui, c'est la menace de la guerre, de la conscription, ainsi de suite. Ne soyez pas complexiste, ma chère Clémence. Mais la question qui se pose maintenant, c'est on commence à avoir cette maturité collectivement par rapport c'est pas tant que les événements en soi aient été provoqués que la réaction politique qui cherche à faire de ces événements des instruments pour pouvoir permettre d'asseoir leur autorité et leur pouvoir justement sur le peuple. Et donc, on commence à avoir des réflexes défensifs qui font qu'on est à chaque fois un peu moins poreux à des manipulations qui ont un éventail assez réduit finalement. Vous voyez, c'est pas non plus... Enfin, ils peuvent pas réinventer la Lune à chaque fois pour nous soumettre. Et donc... J'attends la réponse sur les urnes. Hein. Et donc, à côté de l'hypothèse des urnes, si vous avez une reconstitution... On a senti naître un certain nombre de germes, par exemple, sur les ZFE. Sauf que le pouvoir a été plus intelligent qu'au moment des Gilets jaunes, et au lieu de s'entêter comme Édouard Philippe l'avait fait sur la taxe carburant, ils ont décidé de renoncer à appliquer des sanctions sur les ZFE. Mais je peux vous assurer que si les ZFE avaient effectivement été appliqués, ça aurait bouilli très vite. Et c'est là où notre responsabilité à nous, je ne vais pas déclencher une révolution en France. Par contre, quand une révolte naîtra similaire à celle des Gilets jaunes qui recueillera un assentiment majoritaire, il faut qu'on soit en mesure de passer à l'action à travers un certain nombre de méthodes qu'on a exposées notamment dans Comment fabriquer une guillotine, pour pouvoir s'assurer que ce peuple, cette fois, soit entendu et l'emporte. Voilà, donc on a une sorte de spectre d'action assez large qui, à mon avis, doit un peu inquiéter les membres des services de sécurité qui nous écoutent, et je les embrasse chaleureusement. Mais je suis sans aucun doute sur le fait qu'on aura une opportunité historique à cet égard-là. Et quand je dis on, ça ne me concerne même plus personnellement, parce que tout le travail que je fais est aussi un travail à la fois de détachement par rapport au pouvoir et de redistribution du savoir. Là, je vous ai amené Hanouna qui peut sembler anecdotique, mais qui réfléchit justement sur la façon dont la communication est fabriquée en France. Voilà. Mais il y a 15 ouvrages qui ont été publiés ces dernières années qui consistent à distribuer tout ce que j'ai accumulé comme savoir sur le fonctionnement de l'État et du système politique, de façon à ce que des gens puissent s'en saisir et éventuellement prendre le relais. On est sur un combat. C'est pas forcément, entre guillemets, pour vous. C'est pas seulement que c'est pas pour moi, mais que c'est pas nécessairement à travers moi non plus. Enfin, vous voyez, en fait, on a cette idée de faire peuple m'apparaît fondamentale, surtout au moment où la résurgence d'autres structures hostiles
menace notre devenir. Et ma priorité, c'est de donner des instruments à ce peuple. Moi, j'ai une carrière qui, avant les Gilets jaunes, était très tournée vers l'international, que ce soit avec Wikileaks et Julian Assange, des institutions internationales comme la Cour internationale, ainsi de suite. Et je pense qu'il n'y a pas plus émouvant et transformateur dans la vie d'un homme que de rencontrer un peuple. Vous voyez, les Gilets jaunes m'ont permis de croiser et de me lier à ce peuple-là. Et depuis, en fait, tout s'est recentré sur l'échange avec les personnes qui sont aux avant-gardes de ce peuple et le fait d'armer leurs esprits, pour reprendre le terme d'Aurore Berger, au moment où elle avait dénoncé en justice Crépuscule, parce qu'elle considérait que c'était un livre plus dangereux que beaucoup des forces qui se mobilisaient alors sur le terrain. Peut-être une des rares fois où finalement elle a eu un éclair de lucidité. De la part de quelqu'un qui s'appelait Aurore au sujet d'un livre qui s'appelle Crépuscule, je trouve ça merveilleux comme hasard de l'histoire. Merci beaucoup Juan Branco, c'est absolument passionnant. Je rappelle que vous êtes avocat, écrivain, vous avez lancé votre mouvement. Alors, il porte un nom, c'est la Réunion des Ruches. Oui, alors c'est les ruches qui se constituent sur le territoire, mais je pense qu'on va l'appeler Aurore au pluriel. Ça sera un bel écho. Merci beaucoup Juan Branco en tout cas. Et merci à vous tous, chers amis. Aimez cette émission, vous voulez